Bonsoir. L'actualité reste footballistique avec l'équipe nationale qui, rappelons-le, jouera mercredi contre la Roumanie. Mais l'actualité footballistique, c'est également, à la veille de cette Coupe du Monde, faire une halte sur le professionnalisme, avoir une idée, un regard extérieur sur le professionnalisme. Rappelons que ça avait débuté en 2010, juste après la qualification de l'équipe nationale pour le mondial sud-africain. 4 ans après, où en est-on? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour pouvoir avancer? Peut-on aller avec 32 clubs? Faut-il revoir cette copie? Pour en parler ce soir, eh bien, monsieur Djazouli Boujaltia, pour ceux qui ne le connaissent pas ou pour les plus jeunes, je rappelle, vous avez été président de l'ASO Schleuf pendant plus de 16 ans. Vous avez été également, parce que vous avez un regard en tant que dirigeant à travers une commune. Schleuf, l'ASO, c'est la vitrine de la Wilaya, mais également de l'APC. Vous avez dirigé cette APC pendant 10 ans. Vous avez été vice-président de la Fédération algérienne de football. Et puis, vous avez dirigé la commission de compétition. Ça, c'est, pour ainsi dire, un tableau des grandes fonctions que vous avez occupées dans le monde du sport et plus précisément du football. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, monsieur Djazouli Boujaltia, 4 ans après la mise en place du professionnalisme, et je rappelle également que vous êtes cadre supérieur au niveau des impôts, parce que c'est bien de le préciser également au niveau directeur central des douanes. Aujourd'hui, quand vous regardez après 4 ans le professionnalisme, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous dites on est sur le bon chemin? Est-ce que vous dites il y a des correctifs à apporter? Qu'est-ce que vous dites? Merci, M. Djabour, pour cette invitation. Je voudrais apporter ma contribution modeste pour ce thème. Et il est tout à fait normal de faire à un certain moment une halte pour évaluer un petit peu tous les efforts et les résultats obtenus. On avait tout à fait au départ dit qu'il fallait tracer une feuille de route, qu'il fallait définir un objectif. Pour toute œuvre, il faut définir un objectif. L'objectif, c'était la performance, mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'un objectif doit être accompagné de moyens. On a toujours insisté des moyens pour essayer d'atteindre l'efficacité et l'efficience dans ce domaine-là. Or, les moyens n'ont jamais accompagné justement la mise en place de cette importante discipline, cette règle. Quand vous dites moyens, parce que pour que le téléspectateur puisse comprendre, qu'est-ce que vous entendez par moyens? Moi, j'ai dit moyens, je parle de l'infrastructure, les installations sportives, les moyens de travail, les moyens de récupération, etc. C'est un tout. Si on n'a pas ces moyens, on ne peut pas être efficace. Et c'est ça ce qu'on appelle l'efficience, parce que c'est du managériat. En sorte, diriger une entreprise, c'est être un manager avec un objectif, avec des moyens et définir des résultats. Il faut que l'ensemble des participants au sein de cette entreprise, de ce club, soient des professionnels. Partant de l'administration, il faut qu'il y ait une administration de professionnels. Il ne faut pas qu'il y ait des gens à double casquette. Aujourd'hui, il est au sein de l'administration et il dirige une autre affaire. Il faudrait que l'entraîneur soit également un professionnel. Et il se consacre essentiellement à sa mission d'entraîneur, parce que maintenant on passe à un deuxième volet qui est le big quotidien, le suivi des catégories. Avant de rentrer dans les aspects purement techniques, moi je vais rester sur l'entreprise, puisque un club est une entreprise. C'est évident. Vous dites il faut être manager. Je vous pose une question. Pour vous, qu'est-ce qui a changé, ou est-ce qu'il y a eu des changements entre avant 2010 et après 2010? Sincèrement, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le seul changement, c'est qu'on a imposé une règle, on a dit le professionnalisme. On a décrété. Le professionnalisme continue. C'est tout à fait évident. Venez le dire, on a décrété. Il va de soi qu'on s'imprègne, qu'on rentre un petit peu dans ce contexte, parce que c'est une obligation d'abord. Il faut dire que ça a été une obligation. Et moi, ce que je regarde dans toute cette histoire, il fallait accompagner ça par une feuille de route. En parallèle, mener des actions en parallèle pour essayer de faire réussir le professionnalisme. Or, à ce jour, rien n'a changé. Moi, j'ai participé à l'époque où les clubs étaient des clubs de performance, des clubs amateurs. Étaient pris en charge. L'époque où les clubs étaient pris en charge par des entreprises nationales. Schleuf était pris en charge par la DNC-ANC. Vous parlez de l'époque de la réforme. La réforme. À ce moment-là, il y avait un semblant de professionnalisme. C'était du professionnalisme, oui, ce qu'on appelait le semi-professionnalisme. C'est pour ça que j'ai dit un semblant. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup de choses en amont et en aval pour pouvoir atteindre le professionnalisme. Or,
D'abord, comment dirais-je, cette époque-là nous a donné beaucoup de satisfaction, beaucoup de résultats, ce n'est pas la peine de les citer. Et maintenant, on est passé à cette phase qui est le professionnalisme. Certes, le concepteur, celui qui a fait ça, a une vision tout à fait claire, logique. Mais ce qu'on regrette, c'est la feuille de route, c'est les moyens d'accompagnement. Vous parlez de feuille de route. La feuille de route, l'État l'a tracée. Déjà avec le statut des clubs, statut soit la dénomination, soit une société par action, soit une SARL, même une EURL, comme pour ainsi dire. L'État a dit on va accompagner les clubs vers le professionnalisme. L'État a mis de l'argent. L'État a pris en charge les jeunes, a pris en charge le transport à 50%, a donné ou va donner des superficies de terrain pour les centres de formation, pour la construction des centres de formation. Donc l'État accompagne. Dans le même temps, la question est là, Monsieur Djazouli. Est-ce que vous pensez que le professionnalisme en Algérie est viable avec 32 clubs? Là, d'abord, c'est une question qu'il faut poser aux techniciens. D'abord, indépendamment des techniciens, je parle sur le plan économique. Sur le plan économique, est-ce que vous pensez que l'environnement économique peut prendre en charge 32 clubs? Et tout dépend de quel regard qu'on porte, de quel côté on se retrouve. Moi, je vais vous dire une chose. Les investisseurs ne se bousculent pas. Si, ils se bousculent. Par exemple. Si, ils se bousculent. Moi, je vais vous dire, je vais vous citer des cas. Il y a des entreprises nationales, au même titre que Sonatrach, que Aigle Azur ou Aigle Azur n'est pas une entreprise nationale. Non. C'est une entreprise française. Une entreprise quelconque, des entreprises locales, des entreprises nationales qui ont voulu prendre en charge les clubs, mais elles se sont butées à un refus des responsables du club, des présidents de club, qui ont exigé à ce que ce soit eux-mêmes qui gèrent les deniers, je dis bien les deniers publics de ces entreprises. Parce que c'est des sociétés nationales et c'est un non-sens. Moi, je conçois mal qu'une autre personne vienne s'immiscer dans la gestion d'une entreprise nationale pour gérer ça. Moi, je vous dis que les gens se bousculent. Vous êtes en train de rappeler tout simplement, par exemple, cette déclaration d'un ancien dirigeant du Mouloudia d'Alger qui dit oui, c'est bien, la Sonatrach a ramené l'argent, 100 milliards, mais ils n'ont pas les hommes pour pouvoir les gérer. Ils devraient faire appel à nous. On voit mal comment est-ce que la Sonatrach, première entreprise nationale du pays, première africaine, 10e mondiale, n'a pas les capacités ou les ressources humaines. La seule entreprise peut-être en Algérie qui se porte très bien, c'est Sonatrach. C'est l'une des plus grandes entreprises au monde. C'est une entreprise qui a formé des cadres depuis l'indépendance à ce jour. C'est utopique On a l'impression que de dire... Et là, je vais vous suivre sur ce terrain-là. Les dirigeants actuels dans le monde du football veulent l'argent des entreprises, mais ne veulent pas céder leur place. C'est ce que vous dites. Voilà. Moi, je dis tout simplement, c'est qu'ils veulent gérer les fonds publics. Gérer des fonds publics, c'est anormal et c'est utopique. Vous voulez faire partie d'un comité, c'est l'entreprise qui est majoritaire, qui apporte de l'argent, c'est elle qui doit gérer. Toutefois, le responsable qui existe peut faire partie du bureau de cette entreprise pour assurer la gestion. Il peut acheter des actions, il peut être actionnaire. Apporter son expérience aussi pour essayer de gérer cette entreprise. Mais demander l'exclusivité et gérer les fonds d'une entreprise nationale, moi je dirais que ça ne se conçoit pas. Et en plus de ça, le collectif même des travailleurs, les dirigeants, ne peut pas admettre cette idée. Moi je dis c'est utopique. Un. Deuxièmement, il y a le droit de contrôle de ces données. Qui doit contrôler ces données? Ils appartiennent à une entreprise. Il est tout à fait évident que ce soit l'entreprise elle-même qui contrôle ces fonds. Il y a le commissaire aux comptes qui contrôle. Non, indépendamment de ça, il doit y avoir un financier au sein de l'entreprise. Il y a un comptable. C'est tout ce monde-là, cette séparation, cette dualité de fonctions qui constitue une règle de contrôle naturelle. C'est elle qui doit être appliquée. Si on part du principe avec la gestion actuelle, il n'y a aucune dualité de contrôle. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Et le contrôle du commissaire aux comptes, je reviens à ce contrôle puisque vous venez de le citer, c'est un contrôle sur pièce. Le commissaire aux comptes n'a pas le droit de s'immiscer dans la moralité de la dépense ou de la recette même. Et il n'a qu'à juger au vu des pièces qu'on lui fournit. C'est pour ça qu'on dit un contrôle sur pièce. Le commissaire aux comptes en fonction des comptes qu'on lui présente. Maintenant, le fond de la question le plus important, c'est la moralité de la dépense et la moralité de la recette. Qui doit contrôler ça? Il faut, à mon avis, indépendamment de la structure de contrôle qui a été créée au sein de la FAF,
il faut que ça soit une mission qui soit dévolue à une structure qui doit disposer des prérogatives de la puissance publique. J'ai dit bien des prérogatives de la puissance publique. Pour nous résumer, vous dites, M. Djazouli, l'expérience montre qu'aujourd'hui, après 4 ans, on doit faire une halte. Vous dites également, aujourd'hui, eh bien, l'argent qui existe dans les clubs, il doit avoir un contrôle de l'État. Vous dites, il faudrait que ce soit eh bien, une commission, je ne sais pas comment on l'appelle, une direction qui ait les prérogatives de la puissance publique. Vous dites également, dans le même temps, il faut plus de moyens, l'infrastructure. Il faut un type des managers aujourd'hui qui sortent, qu'on ne soit plus dans la même conception ou dans le même fonctionnement plutôt que ce qu'ils faisaient avant 2010. C'est là où on pourrait parler de changement. Mais je reviens à la question et vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous pensez que nous avons un environnement économique propice à absorber ou à avoir 32 clubs professionnels? Quand on sait qu'aujourd'hui, si on contrôle les clubs, et vous le savez bien mieux que moi, que tous, à l'exception, peut-être tous, sans exception, devraient mettre la clé sous le paillasson. Oui, mais c'est une question un peu très sensible. Si on dispose des moyens, on peut avoir 32 clubs, on peut avoir plus de 32 clubs. Si on n'a pas des moyens et si on n'assure pas un suivi rigoureux dans tout ça, parce que tout dépend de la rigueur dans la gestion. Maintenant, il y a un laisser-aller dans certains clubs. Je dis bien dans certains clubs. Il y a un laisser-aller dans certains clubs. Et il y a un changement perpétuel de dirigeants. C'est tout à fait normal qu'on ne peut pas avoir 32 clubs. Mais si on arrive à cerner la question sur le plan organisationnel, sur le plan contrôle, etc., on peut le faire. Moi, j'ai été agréablement surpris lorsque j'ai suivi la dernière fois un cadre du ministère de la Jeunesse et Sport dire que le ministère est en train d'élaborer une carte sportive, c'est-à-dire une carte pour déterminer les pôles sportifs. Parce que moi, tout à l'heure, les moyens de récupération, les moyens de transport. On ne peut pas louer un autobus. Il faut que le club dispose de plusieurs autobus, d'une administration au sens propre du terme et forte, qui soit à même de gérer à tout moment et à tout instant le club. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'administration se résume au cartable du président. Ou à la voiture du président. C'est malheureux, justement. C'est malheureux, justement. Pourquoi je dis la voiture? Parce qu'il y a tout dedans. Hein, c'est pour ça. Bien sûr, c'est malheureux, justement, d'arriver à cette situation. Et c'est pour cela que je dis, il faudrait qu'il y ait des professionnels. Le président, moi, à mon sens et à mon avis, mon humble expérience, il faut que ça soit un président qui prenne des décisions au sein d'un comité. La gestion courante, les finances, les affaires techniques doivent appartenir à des professionnels. Au niveau de l'administration, il faut qu'il y ait un manager, un directeur chargé de l'administration. Les finances, un administratif chargé des finances ou un comptable. Et la signature des dépenses et des recettes doit être assumée par ces deux personnes. Le président doit se situer au-dessus de la mêlée, il doit donner les ordres, ni plus ni moins. C'est-à-dire, le tout doit être exécuté sous son autorité et sous sa responsabilité. Quant à l'exécution, elle doit se faire à un certain niveau moindre par ces deux personnes. À partir de ce moment-là, je peux dire qu'on assure un soit peu un contrôle. Un contrôle parce que les gens doivent se contrôler un peu entre eux. Et le président ne sera pas impliqué directement dans la gestion. Il sera impliqué dans les décisions à prendre. Je voudrais revenir, puisque vous avez été président de Schleuf, l'ASO Schleuf, qui a gagné son titre de champion il y a 3 ans de ça, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Moi, je voudrais revenir sur un aspect avec vous, Monsieur Djazouli. Est-ce que vous ne pensez pas, je prends Schleuf comme je pourrais prendre d'autres villes, mais parce que vous avez dirigé Schleuf, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aujourd'hui peut-être aller vers un modèle qui existe, par exemple, qui a existé en France, c'est d'associer la ville au club, que la ville soit actionnaire du club. Est-ce que vous ne pensez pas, puisque le club est la vitrine de la ville, que ça changerait peut-être le fonctionnement? C'est sûr, c'est évident. D'abord, vous m'avez parlé de Schleuf, c'est vrai, Schleuf a obtenu de très bons résultats du fait de l'abnégation de ses dirigeants, le courage et tout ce qui s'ensuit. Il y avait un environnement très favorable et c'était le premier titre de Schleuf avec une Coupe d'Algérie. Donc, jamais Schleuf, qui est un berceau du football, hein, parce que Schleuf a connu... D'ailleurs, ça me permet de souhaiter
un prompt rétablissement à Mexi, qui a été hospitalisé et qui, on dit que ses jours ne sont pas en danger. On est très content, on espère qu'il va retrouver très rapidement sa famille. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite et il se porte très très bien. Donc, je reviens pour dire que Schleff, ça a été un berceau du football, parce que les premiers internationaux durant l'époque française, c'est parti de Schleff. Je citerai Bembouali, qui a été international français et qui jouait à Marseille en 1932. Et il y avait Bennouna, il y avait Gougou, il y avait Neumer, etc., qui ont fait partie de cette équipe de Schleff. Avant, il y avait deux clubs. Il y avait un club colonial et un club musulman. Et l'ASO, lorsqu'elle a été créée, passez-moi justement ce moment, l'ASO, lorsqu'elle a été créée, elle avait comme dénomination Association sportive Orient-Villoise. Et le maire de l'époque, qui était Bisgon, avait dit Armée secrète Orient-Villoise. Il avait déformé le cycle de l'ASO et regardé l'ASO avec méfiance. D'ailleurs, à partir de ce club, qu'il y a eu plusieurs jeunes qui ont rejoint les rangs de l'ANR et qui sont tombés en chaud d'honneur. Et j'ai cité entre autres Khatib Youssef, qui était joueur de l'ASO. On a fait du chantage à son père pour qu'il joue au GSO et il a préféré quitter le GSO pour rejoindre les rangs de l'ANL lorsqu'il y a eu l'appel des étudiants pour rejoindre la Révolution. Moi, je dirais tout simplement, pour qu'il y ait un engouement populaire. Alors justement, puisque vous avez rappelé l'histoire de l'ASO Schleff, et on peut reprendre pour Constantine, Oran, parce que chaque club est imbriqué, est installé, a ses fondements dans la ville. Schleff, à travers ce que vous racontez, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que la ville soit fortement associée par l'achat d'actions, peut-être comme actionnaire majoritaire, dans un club, pour lui donner une autre dimension? Je voulais répondre à cette question. D'abord, la ville soit représentée pour qu'il y ait un engouement de la population, un contrôle populaire, parce qu'à travers l'Assemblée populaire, il y a un contrôle populaire, ça permet de créer un contrôle populaire, ça existe le contrôle populaire sous différentes formes, en finances publiques. Et bien entendu, comment dirais-je, les partenaires, les différents partenaires doivent se compléter pour régler le problème. La feuille de route dont j'ai parlé tout à l'heure, la feuille de route, c'est déterminer toutes les réalisations, toutes les installations, les infrastructures à travers le territoire national en fonction de normes, de règles. Tous les pays du monde entier établissent des règles. Pour les villes de 20 000 habitants, il faudrait telle infrastructure. Pas le football. Vous revenez au cahier des charges. Bien sûr, pas uniquement le football. La natation, l'athlétisme, etc., etc. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, j'avais agréablement accepté l'idée que le ministre déjà s'est lancé dans une cartographie à travers le pays pour créer des pôles. C'est vrai, on veut créer des pôles là où la discipline émerge. Comme à Schleff, l'athlétisme émerge de façon fantastique. On a eu les meilleurs champions d'Alger. C'est évident, autant dans le sexe masculin que dans le sexe féminin. Mais cela n'exclut pas qu'il faut s'intéresser aussi au sport de masse. Parce que le sport de masse, c'est l'émanation du sport de performance. En matière d'infrastructure. Moi, je veux rester sur le football. Vous avez touché du doigt, vous l'avez effleuré, l'une des questions centrales. C'est vrai, parce que la gestion du football chez nous est très politique, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le cahier des charges, est-ce que vous ne pensez pas, M. Djazouli, que le cahier des charges est seul, justement, est à même de permettre d'un professionnalisme digne de ce nom, la mise en place d'un professionnalisme digne de ce nom, en le respectant, en mettant, par exemple, sur des villes de tel nombre d'habitants, tel type de stade, nombre d'hôtels, routes, tout cela, quoi. Et si le club ne répond pas, eh bien, il n'accepte pas en Ligue 1, il ne joue pas. Est-ce que vous ne pensez pas? Oui, c'est évident. Moi, je conçois que c'est une règle importante. C'est une condition sine qua non. Il va falloir établir des règles dans un cahier des charges, un contrat où il est tout dit. Pour accéder de tel niveau à tel niveau, il faut disposer de tel moyen, telle installation, etc. De tel niveau à tel niveau par hiérarchie. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que nous avons mis les moyens qu'il faut à la disposition des clubs pour atteindre. Prenez le cas de la capitale. Ils n'ont pas d'installation où s'entraîner. Vous avez le Mouloudia qui ne trouve pas de stade où elle doit être domiciliée, une fois à Rouiba, une fois à Bollorine. Oui, mais vous avez été président d'APC. Oui. Est-ce que les APC également n'ont pas une responsabilité en donnant des associations permettant la multiplication d'associations de football dans les quartiers et au niveau des daïras et au niveau des communes?
qui fait que ces associations vont demander à aller s'entraîner sur, par exemple, je prends au Ruisseau, au stade à Belouizdad, sur le stade du 20 août, à Bollorine. Donc l'utilisation du stade n'appartient plus au club, le stade appartient à la commune. À partir de là, eh bien, tout est blousé. Oui, mais les choses n'ont pas suivi. On ne peut pas interdire aux gens de faire du sport d'abord. Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Mais il y a une hiérarchie. C'est sûr. Voilà. C'est sûr qu'il y a une hiérarchie, mais seulement le petit a grandi. On demande aux gens de faire du sport. Tout le monde, et à tout âge. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, ça n'a pas suivi entre la démographie et la mise en place d'infrastructures, ça n'a pas suivi. Et voilà, ça n'a pas suivi. Il faut que les choses devraient marcher de parallèle. Il faut qu'il y ait une clairvoyance, une politique tout à fait saine, un objectif bien déterminé. Et là, je fais appel à nos dirigeants. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour définir ce qu'on doit faire et pour essayer d'accompagner tout ce beau monde-là, aussi bien le sport de masse que le sport de performance, des moyens de travail. On y reviendra. Je suis obligé de vous arrêter parce que vous savez ce que c'est la télé. C'est également de la publicité, la page pub. Et on revient pour la deuxième partie de l'émission avec M. Jazouli Boujaltia. Merci. اسمع عن المشي عندك كلام تبع فيها عن المشي جدا انا نشوف بنقرا المبيع هذا ما كان بوقت كان في غير مكان شكون وجه؟ صور انا صافي ريحه المنظر نشوف كثير قال له احنا نغلق لهم الشام يطلعون صحيح صحيح C'est bon. Deuxième partie d'émission, Monsieur Jazouli Boujaltia, je rappelle, ancien vice-président de la Fédération algérienne de football dans les années 90. Vous avez travaillé avec Omar Kezal, notamment Allah Yarhamou. Vous avez présidé la commission de compétition. Vous avez été président de l'AS Ochlef pendant pratiquement 16 ans. Vous avez eu Rogov, d'ailleurs, le regretté Rogov, qui a été entraîneur à l'AS Ochlef à l'époque où vous étiez président. Un grand monsieur du football, entraîneur de l'équipe nationale. Et vous avez dirigé l'APC de Schleuf pendant plus de 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est justement cette palette que vous incarnez à travers les différentes missions que vous avez eu à accomplir. Moi, je voudrais rester avec vous sur un point. On parlait justement du fait qu'il n'y a pas eu il y a eu une explosion démographique, mais dans le même temps, sur le plan de l'infrastructure, on n'a pas beaucoup fait. On a fait, mais pas assez. Vous prenez Alger, à l'exception du stade du 5 juillet, il n'y a rien eu sur Alger. Il y a eu les vieilles infrastructures. À Schleuf, il y a deux terrains. À Schleuf, un qui est largement dépassé parce que la population a largement augmenté. Vous pouvez aller comme ça en multipliant les exemples, même si aujourd'hui, il faut le dire, il y a pratiquement 11 stades qui arrivent sur les 2 prochaines années. Vous liez énormément le sport de masse au sport d'élite. Vous dites c'est à partir de là qu'on puise, mais également les moyens doivent suivre parce que le sport d'élite exige d'autres moyens.
vous parlez du contrôle, pour résumer la première partie de l'émission, vous parlez du contrôle de l'État à travers ses démembrements pour contrôler l'argent de l'État. Moi, je vais revenir sur un aspect également, c'est la gestion, on parlait du cahier des charges, l'application stricte d'un cahier des charges, avec des points précis. S'il n'y a pas un stade de plus de 15 000 places, s'il n'y a pas d'hôtel, on le disait juste avant la coupure publicitaire, eh bien, le club n'accepte pas. Le club ne joue pas, quitte à obliger justement la collectivité locale à se mettre au diapason et à permettre au club d'avoir une dimension. Là, je vous rejoins. La responsabilité des collectivités locales est pleinement engagée. Elle est grande. Elle est pleinement engagée, il y va de soi, parce que toutes les retombées vont vers la commune, qu'elles soient des retombées financières, économiques, sociales, culturelles, etc. Quand Schleuf va jouer en Champions League africaine, ça permet à Schleuf d'exister au niveau du continent. Et aujourd'hui, l'exposition d'une grande compétition à travers les médias, eh bien, donne à la ville une résonance, il faut le dire, ou une dimension continentale. C'est sûr. Là, je partage votre avis. Le seul fait, c'est que la commune, elle est limitée dans ses actions, dans ses missions. Elle a des projets d'initiative communale. Il y a certains projets dont l'envergure dépasse les missions et les attributions. Quand je dis la commune, la wilaya aussi. La wilaya et l'État. Voilà. Il faut que le tout soit intégré dans un cadre de développement harmonieux qui va avec la politique décidée par l'État. Et ça, cela implique un département, en l'occurrence le département ministériel, le département des sports. Nous avons un ministre qui a une bonne vision. J'ai eu l'occasion de suivre ses interventions. Moi, je souhaite que les choses évoluent rapidement pour rattraper ce retard-là et pour essayer au moins de mettre en application tout ce qu'on est en train de discuter, de dire, parce qu'il y a un fort décalage entre les deux parties. Le sport, la principale source du sport, il n'y a pas que le sport de masse. La principale source du sport, c'est le sport scolaire et le sport universitaire qui a été totalement abandonné. C'est le troisième maillon de la chaîne. Donc il y a le sport de masse, le sport scolaire et le sport de performance. Oh, il faut revenir un petit peu en arrière. Le sport universitaire nous a donné beaucoup de satisfaction à un certain moment et on l'a totalement oublié. Donc il faut essayer de reprendre le tout, voir comment assurer une politique, réaliser des infrastructures, mettre les moyens. Je ne dis pas en une seule année, mais sur la base d'un programme quinquennal, pour essayer de rattraper le tout. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a défini un objectif, parce que pour toute affaire, il faut définir un objectif, évaluer régulièrement cet objectif, évaluer bien régulièrement, ne pas attendre la 4e année pour évaluer l'objectif, pour essayer d'atteindre le résultat. Et à partir de ce moment-là, on peut imposer au club un cahier de charges. Si vous n'avez pas... le cahier des charges existe. De toute façon, alors, en plus, M. Boudjeltia, il faut le savoir, aucun club n'est professionnel, puisqu'aucun club n'a la licence africaine, n'a la licence professionnelle délivrée par la CAF. J'allais revenir à ça. Bien sûr, le professionnalisme, on a de professionnalisme que le nom de professionnalisme, c'est vrai. Vous avez dit que ça a été décrété. Ça a été décrété. Mais il faut que les choses soient menées de pair. Mais il y a un très fort décalage entre ces deux parties. Alors, ce qui est intéressant, parce que je rappelle également, vous venez du ministère des Finances. Oui. C'est intéressant avec vous, on va s'intéresser à un aspect sur le professionnalisme, le plafonnement des salaires. 120 millions, d'accord? C'est ce qui a été décidé, qui a été demandé par les présidents de clubs. Parce qu'il faut être précis. Les présidents de clubs de Ligue 1 ont demandé, les de Ligue 2, 120 millions de centimes pour l'international, 800 000 dinars pour le joueur qui évolue, qui n'est pas international. Dans le même temps, vous qui êtes cadre supérieur au ministère des Finances, quand vous lisez qu'un joueur, alors que le président de la Ligue professionnelle a dit s'il y a des contrats de plus de 120 millions, moi je ne les prends pas. Mais quand vous lisez que des joueurs vont signer à 250 millions, je suis pas un grand clerc, mais j'essaie de comprendre. Quelle lecture vous faites? 250 millions alors qu'on demande 120 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Le décalage, la différence. D'où elle va venir, cette différence? Vous touchez un point très important. Moi, je reviens à une règle qui est générale. Revenons à l'impôt. L'impôt. D'abord, le plafonnement, ça a été une décision collective. Donc, je voudrais que vous me répondiez à cette question, après on reviendra à l'impôt. D'accord. Non, ça veut dire... À travers cela, ça veut dire c'est quoi? l'impôt qui plafonne. Je vais revenir à l'impôt. Pourquoi? Parce qu'il y a la taxe sur les hauts salaires qui touche les salaires les plus élevés. À un certain moment, on prend les 80% des salaires les plus élevés. Et c'est une façon indirecte qui a été prévue par le législateur de toucher aux salaires les plus élevés. Les footballeurs sont des citoyens, des super citoyens? Ces footballeurs sont des citoyens comme tous les autres. L'impôt, la règle de l'impôt
par définition, l'impôt est général, est obligatoire. C'est les présidents de clubs qui trichent? C'est les présidents de clubs qui n'ont pas fait leur travail. C'est eux qui devraient faire les retenues, parce qu'il y a l'impôt sur le revenu qui est l'IRG, et il y a aussi la taxe sur les salaires. Si on revient un petit peu au détail, le législateur a prévu même de toucher à l'IRG les pourboires. Je vais au fond, les pourboires sont touchés par l'IRG. Comment voulez-vous que ce soit un salaire d'un athlète de performance ou un athlète international? Son salaire n'est pas touché par l'impôt sur l'IRG. Et aussi par la taxe sur le salaire qui touche les salaires les plus élevés, et notamment ceux qui dépassent un certain seuil, dont la quotité de 80% est prise par l'État. Si on avait Par appliqué... exemple, un joueur à 250 millions. Eh bien, on doit lui appliquer la taxe sur le salaire. Moi, je vais directement au but. Maintenant, il y a des règles. Vous savez que l'impôt n'est pas nouveau pour les footballeurs. Ça a toujours existé. Moi, je vais vous répondre à une question. Oui. Il y a des clubs âgés, ils n'ont pas cité, des clubs importants qui ont toujours payé l'impôt. Ils ont toujours payé l'impôt. Il y a au moins 2 clubs à Alger qui ont toujours payé régulièrement parce que j'étais directeur des impôts à Alger. Et d'une façon régulière, c'est des clubs qui sont soumis aux règles de la fiscalité et qui n'ont jamais rechigné quoi que ce soit. Monsieur Djazouli, vous nous avez parlé de l'impôt. Vous dites pour les hauts salaires, c'est-à-dire très hauts salaires, comme les footballeurs à 250 millions, c'est 80% en principe qui sont pris par l'État. C'est un haut salaire, très haut salaire. Après, on reviendra sur une autre manière. Moi, je vais revenir à la question posée. 120 millions, alors que le club déclare donner 250 millions. Cette différence, comment on va la donner? Mais on ne doit pas donner une différence. Mais elle est donnée. Ça veut dire qu'on va encourager les dessous de table. Mais là, c'est une autre paire de manches. Là, c'est les moyens de contrôle qui doivent être mis en place. C'est des instruments de contrôle. Moi, ça demande réflexion. Hein. Vous savez qu'on a toujours réfléchi sur ces questions à travers les congrès et les conférences. On a pris des recommandations très importantes, mais elles n'ont jamais été suivies d'effet. Il faut réfléchir sur le sujet, mettre les instruments de contrôle. Comment assurer le contrôle? Est-ce qu'au niveau des impôts, on s'intéresse aux footballeurs? À un certain moment, il y a de cela peut-être une dizaine, 7-8 ans, on s'est intéressé aux footballeurs et on a obligé les clubs à payer l'impôt. À un certain moment, ça y est. La gestion politique toujours qui reprend le pas. Ça a disparu petit à petit et les gens ont fermé les yeux. Mais je vous dis que l'impôt est obligatoire et général et la prescription, elle est quadriennale. Elle est de 4 années. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le service des fiscs doit revenir sur une période de 4 années. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, parce que vous l'avez bien dit, réfléchir, travailler. La réflexion, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être un statut particulier pour le footballeur? Par exemple, comme cela se fait en Europe, en Espagne, où ils ont le statut d'artiste. Là, vous touchez un point juridique, d'ordre juridique. Voilà. Là, c'est une histoire qui doit émaner soit de l'Assemblée nationale, soit de son Excellence le Président de la République ou le Premier ministre, par voie de décret pour essayer de statuer sur la question. La question qu'il faut, c'est qu'ils sont soumis à toute forme de cotisation et de retenue, aussi bien les cotisations au niveau de la sécurité sociale. Ce n'est que maintenant qu'on s'est réveillé, qu'on se pose la question de la retraite. Et moi-même, je pose la question, où étaient ces joueurs-là depuis ce temps-là? Pourquoi maintenant on se réveille, on dit, et la retraite? La retraite, ça fait bien longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mais il va payer la retraite sur la base de quelle cotisation? Quelle année il aura cotisé? Combien d'années? Ce bonhomme-là, il faut qu'il ait cotisé pendant une période de 25 ans ou de 30 ans. Au moins, Et moi, une chose que je défends, je plaide en faveur des joueurs, c'est d'assurer, peut-être si on retient le principe de la cotisation, d'abord c'est retenu, c'est d'assurer une cotisation sur les 4 meilleures années. Parce que vous savez que le joueur connaît une fluctuation. Il a des montées, il a un moment où il atteint le sommet, par la suite il y a une descente, une régression, il atteint un certain niveau, il devient éducateur ou je ne sais quoi. Donc il faut qu'on lui assure la retraite sur la période des 4 meilleures années. Et moi, je pourrais dire que c'est une justice qui est assurée, qui est donnée à ça. La période, les 4 meilleures années. La durée d'un footballeur, la durée de vie d'un footballeur. Très courte. Elle est courte. Voilà, c'est pour ça que je dis les 4 meilleures années. Une chose qui est certaine, c'est que, indépendamment de cela, il faut assurer un fonds de péréquation. C'est une question qu'on a oubliée. On avait dit à chaque fois, lors des recommandations, parce que j'ai présidé une commission
lors de la conférence nationale sur le football, le congrès, on avait toujours dit qu'il faut créer un fonds de péréquation issu des Vous contrats êtes en de train de sponsor. parler des assises du football. Les assises du En football. 1995. Oui. On avait dit qu'il faut qu'il y ait des retenues de 5%, je sais quoi, pour assurer un fonds de péréquation pour venir en aide aux joueurs qui sont dans le besoin. Je dis besoin de façon générale, soit qu'il est accidenté, soit qu'il est sans poste, soit qu'il a des problèmes de santé, soit je ne sais quoi. Donc ce fonds de péréquation joue l'esprit de solidarité entre les différents joueurs qui connaissent à un certain moment de leur vie un problème. Donc, ce fonds de solidarité, quand on a posé la question, personne n'a fait cas de ce fonds de solidarité. Alors que maintenant, on pose des questions, tel joueur est malade, personne ne veut lui venir en aide, etc. Si on avait fait un fonds de solidarité, un système de péréquation, au niveau d'une banque, de la CNEP, je ne sais quoi, il aurait joué un rôle très important à la faveur des joueurs qui connaissent des situations déplorables. Je vais revenir également, puisque il faut revenir au tout début de l'émission pour parler du professionnalisme. Vous dites, il faut aujourd'hui faire une halte pour tirer, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Peut-être que du côté de la Ligue professionnelle, déjà on a commencé à réfléchir, puisque cette décision qui vient de tomber, de dire, pour les clubs qui accèdent en Ligue 2, c'est-à-dire qui viennent de la division amateur et qui accèdent en Ligue 2, eh bien ces clubs peuvent garder leur statut de club amateur. Ils ne sont pas obligés de passer professionnel. C'est une manière de les protéger. C'est pas collé, par exemple, c'est Coléa, Tejnant et le Rapide de Relizane. Moi, je dis que ce ne sont pas des choses qui devraient se décréter. C'est des choses qui doivent être issues de l'émanation d'un collectif. Il faut laisser le soin aux dirigeants de club de prendre ces décisions. Non, ils disent, on leur laisse le soin. On leur laisse le choix, de choisir. Soit ils passent professionnels, soit ils regardent leur statut d'amateur. Oui. C'est une manière de laisser les clubs de ne pas les étrangler parce qu'on les a obligés dans un premier temps à devenir professionnels. Oui. Or, on se rend compte que peuvent pas. Là, dans toute opération, moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait une phase transitoire aussi. Il faut que le club s'adapte à la réalité du terrain, au professionnalisme, etc. Donc, on lui laisse une période d'une année, deux, il peut prendre la décision pour la suite pour aller vers le professionnalisme. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Il me semble que c'est une bonne chose, mais ça mérite réflexion. Mais toutes les choses doivent être évaluées. À chaque moment, on doit évaluer la question pour dire si on est sur la bonne voie ou si on n'est pas sur la bonne voie, il y a lieu de corriger le tir pour essayer de répondre aux besoins justement de ces associations. Je vais revenir sur Schleff. Quand on regarde l'ASO Schleff, est-ce que vous ne pensez pas que l'ASO Schleff pourrait avoir un rayonnement beaucoup plus important sur la région? Puisqu'il y a un centre technique, l'ITS, il y a un terrain, il y a un engouement pour le club à travers toute la wilaya. Au lieu aujourd'hui, par exemple, peut-être recadrer les choses, regarder de manière beaucoup plus pointue à la dépense, de telle manière à donner une autre dimension au club. Moi, je dis tout simplement que le club actuellement rayonne sur la région. Quand je dis rayonnement en termes de joueurs, par exemple, recruter des étrangers, est-ce nécessaire pour Schleff? Aller ramener des... Est-ce qu'il ne faut pas mieux construire, s'implanter, mettre en place son centre? Aller au centre de formation. Voilà, là, on doit aller au centre. On a décidé des centres de formation, on a doté les clubs de moyens financiers pour... Parce que pour être précis, je prends Schleff parce que vous connaissez bien la région. Je connais bien Schleff, il n'y a aucun problème. Mais on a doté les clubs de moyens financiers pour réaliser des centres de formation, mais jusqu'à présent, on ne voit pas le jour. On prend des décisions, mais elles ne sont pas suivies des faits. Le malheur dans tout ça, c'est qu'il y a toute une série de décisions en amont, mais au niveau de l'exécution, on ne voit rien, on ne voit aucun fait. Schleff rayonne sur toute la région. Il y a un recrutement tout à fait partiel, je peux dire partiel qui se fait. Il y a un recrutement qui se fait en dehors du club, comme tous les autres clubs, parce qu'il y a un esprit de concurrence qui se fait. Mais c'est malheureux, mais le club ne produit plus. Le club ne produit plus. Moi, je vais vous dire, à un certain moment, on était amateur, on avait 7 joueurs au niveau de l'équipe nationale junior, y compris le gardien de but, le 7e qui était remplaçant, l'époque de Marhoum Zitoun. Zitoun qui était entraîneur de l'équipe nationale junior. Le club produisait alors qu'on n'avait pas les moyens. Je ne veux pas dire que le club actuellement ne produit pas, il produit, mais il peut produire mieux que ça. Bien sûr, il peut produire mieux que ça. Les meilleurs exemples, c'est Soudani. Soudani, qui a été c'est le produit du club. Il y a d'autres joueurs qui ont rejoint d'autres clubs, notamment Mouloudia, au CSC Constantine, un peu partout. Donc, à Sétif, des joueurs qui sont sortis de Schleff. Mais
on a les moyens, la possibilité d'obtenir des résultats meilleurs que cela. Alors là, avec vous, le regard extérieur, est-ce que vous ne pensez pas que le football local est délaissé, le développement du football local est délaissé? Quand je dis délaissé entre guillemets, c'est-à-dire on est sur le championnat, il y a des effets d'annonce, on dit, mais comme vous l'avez si bien signalé, on ne voit rien, il n'y a rien de concret, rien n'émerge au profit aujourd'hui, de faire dans la facilité et d'aller se rabattre sur ce qui se fait, en France notamment, en allant chercher des joueurs. Vous savez que même ici, Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas? moi, en l'état actuel des choses, je le partage. Hein. Très bien, C'est voilà, tout ça à a le fait mérite d'être normal. clair. En l'état actuel, je le partage, ça va de soi. Mais il va falloir définir une politique à long terme. J'ai entendu le ministre dire que la question a été prise en charge. C'est très, Parce très que bien. l'équipe nationale d'aujourd'hui ne reflète pas la réalité du football national. C'est sûr. C'est pas le reflet de la politique nationale, mais ça a été un moyen de recours très important. On a fait appel un petit peu à l'accord amical. Très juste. Oui. Dans le même temps. C'est des Algériens comme tous les autres. Ah non, ça, on ne fait pas le distinguo. Oui. On dit c'est très bien. Oui. Et on a eu l'intelligence de le faire. Mais dans le même temps, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre la même énergie sur le football local? Maintenant, monsieur le ministre a bien dit que la question a été prise en charge. Eh bien, je me félicite de cette question, il n'y a aucun problème. Si les choses sont suivies des faits, maintenant, dans les moments difficiles, on les a trouvés dans des moments difficiles. Ils nous ont rendu service. Et on ne peut pas leur enlever la qualité. C'est des Algériens qui participent au développement du sport et du football en Monsieur particulier. Djazouli, le problème n'est pas là. Ce n'est pas l'algérianité de l'un ou de l'autre. Le problème est que ce n'est pas issu d'une formation locale. Oui. Et on est très fiers d'avoir ces joueurs, mais ce n'est pas la formation locale. C'est-à-dire, on se repose sur une formation française. C'est ça la vérité. Non, mais il y a eu quelques joueurs qui sont issus de la forme. Vous avez cité Slimani, vous avez cité Soudani. Monsieur Djazouli, en 1982, sur 11 joueurs, 7 étaient issus de la formation algérienne. Oui. 2010, 2014, 3 sont issus de la formation algérienne. Là, je suis d'accord avec vous. Bah, Moi, c'est je ça. dirais qu'il faut assurer justement cette formation au niveau local. Et ça touche à rien l'algérianité ni de l'un ni de Donc, l'autre. il hein. faut assurer cette formation locale. On revient toujours aux décisions locales. Parce que où est-ce qu'on met le doigt là? On met le doigt sur le travail au niveau des clubs. Parce que c'est les clubs qui forment. C'est pas la fédération qui a formé, c'est les clubs. Et les clubs, bon, à part la championnite, Oui, mais eh bien, pour les clubs, il faut leur donner les moyens. Les clubs sont livrés à eux-mêmes. On a parlé de centres de formation. Il faut définir une politique, ce qu'on veut faire de ces clubs-là. Vous savez qu'on prend des décisions intempestives. Comme ça, on dit on veut faire telle chose aussi. Le sport, c'est une politique, c'est un ensemble, c'est un tout. On ne peut pas prendre une décision d'une façon éphémère, intempestive. Lyoum, on va faire ça, demain on va faire ça. Ça doit rentrer dans un cadre d'un programme de travail, dans une feuille de route, un objectif à définir pour le sport d'une manière générale. Et à partir de ce moment-là, on peut dire, voici ce qu'on peut faire pour le football et on va attendre les résultats du football. Demain, on prendra les meilleurs joueurs, soit les locaux, soit les étrangers, qui ont les mêmes droits d'évoluer au sein de l'équipe nationale que les locaux. On prendra les meilleurs joueurs. Mais faut-il qu'on se donne les moyens au niveau local? je ne dirais pas les étrangers, je dirais les Pardon, joueurs j'ai dit les algériens étrangers. évoluant à Voilà, l'étranger. Les gens qui évoluent à l'étranger. Ouais, Je m'excuse, passez-moi cette expression. Mais cela, à partir de ce moment-là, on pourrait faire la comparaison et prendre les meilleurs éléments qui évoluent soit ici, soit qui évoluent à l'étranger. On arrive à la fin de l'émission. Pendant le mondial, où est-ce que vous serez? Certainement en Espagne, certainement. Certainement, vous suivrez l'équipe nationale. Bien sûr. Dès le premier match contre la Belgique. Allez, si je vous demandais un pronostic, on va voir si vous allez voir juste ou pas. Moi, Vous dites, vous aimez les faire ou pas? moi j'aime les faire. Hein. Ouais, qu'est-ce que vous dites? Moi, contre la Belgique, moi, je pourrais dire qu'on pourrait faire un match nul. Match nul. Un match nul contre la Belgique. Pour vous, deuxième tour, pas de Pour deuxième tour les deux autres matchs, ce sont des matchs qui sont peut-être à notre portée, avec des styles très différents. Nous avons une équipe qui joue l'engagement physique, le jeu classique, etc. Et une autre équipe qui a un jeu asiatique beaucoup plus rapide et basé sur des individualités. Donc, à charge pour l'entraîneur. Rapide, on arrive à la fin. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Deuxième tour ou pas? Moi, je souhaite qu'on passe au deuxième. Inch'Allah, on va terminer avec ça. Merci, monsieur Djazouli Bouchaltria, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Allez, bonne soirée.